chacune d'entre elles, on a une masse d'informations, aussi bien sur la base de la Bible que sur la base des textes de nos Chachamim. Alors que Hanouka est une fête que tout le peuple juif quasiment fête depuis plus de 2000 ans, mais nos Chachamim n'ont pas laissé quasiment aucune information concernant cette fête-là, en tous les cas dans le Talmud. On nous parle très brièvement, dans Masechet Shabbat, du fait suivant que le 25 Kislev, il y a une fête qui s'appelle Hanouka, tout le monde le sait, et on allume des veilleuses. Pourquoi? Parce que les Hashmonaïm, les Hasmonéens, ont eu le dessus sur les Grecs, et au moment où ils ont eu le dessus, ils ont cherché à allumer la Hanouka qui avait été éteinte justement par les Grecs, et ils n'ont pas trouvé d'huile pure pour le faire, jusqu'au moment où ils ont trouvé une petite fiole d'huile, scellée avec le tampon du grand prêtre, et qui par cela prouvait que l'huile était restée pure. Et en conséquence, pendant ces 8 jours où on allume cette Hanoukia, on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre, on n'a pas le droit de jeûner, et ça s'arrête là. Et qu'est-ce que ça a représenté pour un juif de diaspora Hanouka pendant 2000 ans? L'allumage de ces bougies, avec une sensation qu'elle représentait quelque chose de très élevé, mais sans trop savoir pourquoi et quoi exactement. Et pour cause, nos Chachamim ne nous ont pas laissé énormément d'informations. Or, il s'avère que les informations précises concernant Hanouka ont été consignées dans un texte que nos Chachamim ont refusé à tout prix d'insérer dans le canon biblique. Et ce texte s'appelle quelquefois le livre des Hasmonéens, Hashmonaïm en hébreu, ou bien des Maccabim, Maccabées en français. Mais non seulement il n'a pas été inséré dans le texte, dans le canon biblique, mais de surcroît, nos Chachamim ont interdit la lecture de ce texte-là. Or, nous allons le voir dans un instant, et croyez-moi d'emblée que je n'ai pas l'intention de vous faire passer outre à une interdiction de nos Chachamim. Je vais quand même vous faire lire ce texte et je vous expliquerai dans un petit moment pourquoi on a le droit, malgré l'interdiction de nos Chachamim. Et vous allez voir que ce texte-là, on a des difficultés à comprendre pourquoi les Chachamim avaient un problème avec lui. Alors, si Monsieur Shimon veut bien nous montrer le texte, on pourra avancer. C'est bon. Alors, je précise tout de suite, il s'agit d'un texte qui a été rédigé par les historiens des Hashmonaïm au moment de la révolte des Hashmonaïm contre l'Empire grec. Et regardez ce que nous dit le texte de façon très très claire. Alexandros, fils de Philippos Macédon, sort de la terre des Kittiim, bâtit Dariavesh, le roi du pays de Madaï, de Paras et de Madaï, et devient roi à sa place, d'abord en Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Il fit de nombreuses Grecs. Une petite seconde de Shimon, il y a ici, je m'excuse, mais il y a ici une photo qui gêne la lecture. Achab. Yavan, c'est la Grèce. Il fit de nombreuses guerres, investit des forteresses, égorgea les rois de la terre, vint jusqu'aux confins de la terre, prit du butin à de nombreuses nations, etc. La terre se calma en face de lui. C'est alors que son cœur s'exalta. Peu importe, on peut lire encore les détails, mais je tiens à préciser. Ce personnage, Alexandre le Grand, celui qu'on appelle Alexandre le Grand, est un personnage qui est un militaire génial, un stratège incomparable et sûrement un politicien de très grande envergure. Pourquoi? En 12 ans, il va s'emparer de la quasi-totalité du monde, depuis les Indes jusqu'au Maroc, y compris toute l'Europe. En 12 ans, et on ne se trouve pas au XXe siècle, au XXIe siècle, où on a un Boeing 777 pour déplacer les troupes. Vous vous rendez compte comment il a réalisé une prouesse pareille?
Et voici ce que dit, regardez la fin du premier Shimon, si tu peux lever un peu le texte, Ken. Regardez, il règne 12 ans et meurt. Tout ça a été réalisé en 12 ans. Je vais vous montrer la carte dans un petit moment. Qu'est-ce qui se passe à la suite de cela? Les serviteurs gouvernent chacun en son lieu. Après sa mort, tous mettent des diadèmes royaux sur leur tête et leurs fils après eux de nombreuses années. Ils multiplient les malheurs sur la terre. Faites bien attention à ça. Ils se comportent de façon complètement différente d'Alexandre lui-même et ils sont assez cruels alors qu'Alexandre ne l'était pas. Et voici qu'on nous signale, parmi eux surgit la racine du crime, autrement dit, un personnage très problématique, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui était otage à Rome. Il règne en l'an 137 du royaume des Grecs. Yévanim, c'est grec. J'essaye d'expliquer ça. À l'époque, comment on datait quelque chose en fonction de la montée sur le trône d'un certain roi. 137 du royaume des Grecs, ça signifie 137 ans après le moment où Alexandre a fini la conquête de tout le domaine dont il s'est emparé. D'accord? Regardez la suite. Je précise déjà là, dès l'instant maintenant, quelque chose d'extrêmement important. Vous comprenez qu'on est donc soumis à la Grèce depuis 137 ans, on ne s'est jamais rebellé encore. Mais ça n'existe pas dans l'histoire humaine un peuple qui a été soumis plus de 137 ans, qui ne s'est pas soulevé pendant 137 ans et subitement il explose. Il n'y a pas de précédent à une phénoménologie historique pareille. Montre s'il te plaît le texte, Shimon. Et voici que continue le texte des Maccabim. En ces jours surgissent d'Israël des fils de Bélial. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les malheurs du peuple juif, malheureusement, n'ont pas démarré de la part des Goïms. Ils ont démarré avec des gens tordus faisant partie de notre peuple. Ils sont appelés dans le texte Bélial, qui est un terme de la Torah, qui n'existe dans la Torah qu'à un seul endroit. Et pour vous signifier précisément le sens de ce terme-là, j'exprimerai les choses de la façon suivante. Tout le monde parmi nous sait ce qu'on appelle quelqu'un de rachat, quelqu'un de mauvais. Le terme Bélial est un terme le terme rachat est un terme de noblesse à côté de Bélial. Bélial signifie en hébreu quelqu'un qui n'a aucun joug au-dessus de lui. Autrement dit, il ne connaît ni Dieu ni diable. Et voici donc un groupe de personnes de cet acabit sortent du peuple juif et ils vont séduire des multitudes à dire « Allons, tranchons un pacte avec les goyim, un pacte de paix de notre entourage. » Oui, du jour où nous nous sommes écartés d'eux, de nombreux malheurs nous atteignent. Regardez la conception problématique de ces juifs-là. Ils considèrent que tous les malheurs du peuple juif découlent du fait que nous n'avons pas des bons rapports avec les goyim, comme si les goyim étaient des tzadikim, des grands justes, et que la problématique provient de nous parce qu'on n'a pas d'excellents rapports avec eux et on n'a pas de paix avec eux. Et voici que leur déclaration est bien acceptée par certaines personnes et des hommes du peuple, autrement dit de notre peuple, vont volontairement vers le roi, c'est Antiochus Épiphane, et le roi leur donne la permission d'observer les lois des goyim. Vous voyez, il leur permet, regardez la gentillesse, il leur permet d'abandonner la Torah et de se comporter comme des goyim. Et ils bâtissent un gymnase à Jérusalem. Le gymnase, ne vous trompez pas, ce n'est pas un lycée comme dans une terminologie moderne, c'est ce qu'était à l'époque, autrement dit un stade dans lequel on procédait à des Jeux olympiques et ou bien autre chose. Des Jeux olympiques entre nous soit dit, auxquels pour participer il fallait être homosexuel et enduit de graisse de cochon. Et deuxième occupation dans ce stade-là, jeter des juifs aux bêtes sauvages. Mais alors écoutez bien, c'est des juifs tordus qui vont, sur l'ordre d'Antiochus Épiphane, construire un gymnase pareil à Jérusalem. Vous vous rendez compte un petit peu de la démence. C'est de la démence, il n'y a pas d'autre mot. Et ils se refont des prépuces. Qu'est-ce que ça signifie? Même la Brit Mila, la circoncision,
il procède à une opération pour annuler la circoncision. Ils abandonnent le pacte sacré, ça veut dire la Torah. Ils s'accouplent au goyim et se vendent pour faire le mal. Autrement dit, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas d'Antiochus Épiphane que démarre le problème, la grande problématique qui va amener les Chashmonaïm à se rebeller, mais c'est des Juifs problématiques parmi nous. Monte un petit peu, s'il te plaît, le texte, s'il vous plaît, Simon. Regardez, hop, c'est un trop. Non, 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 c'est un petit peu trop. J'ai besoin de la carte. Un moment d'abord. Voilà. Regardez un petit peu la carte du Moyen-Orient que vous connaissez parfaitement. Mettez, Shimon, vous voyez où il y a marqué la Syrie, d'accord? Vous voyez la Palestine au milieu, la Syrie. C'est là-bas que se trouve Antiochus Épiphane. Alexandre a partagé essentiellement en 3 royaumes tout son héritage. Il y a un de ces maréchaux qui a hérité tout le nord, l'Europe, etc. jusqu'aux Indes, un autre tout le Moyen-Orient et un troisième tout ce qui est en Afrique, l'Égypte jusqu'au Maroc. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe comme on va le voir? Okay? Regardez tout en dessous, ne bougez pas le texte. Regardez ce qui est écrit en dessous de la carte. La royauté s'enfermit en face d'Antiochus. Il aspire à régner en termes de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'Égypte. Autrement dit, vous voyez ici, celui qui domine la Syrie, le Moyen-Orient, veut s'emparer du 2e royaume qui est là ici en Égypte. D'accord? Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas osé le faire. Pourquoi il n'a pas osé le faire? Parce que Israël ici est soumis. Pour arriver en Égypte, il faut passer de la Syrie en Égypte. Pour passer de la Syrie en Égypte, il faut traverser la Palestine. Et il n'avait pas envie de faire ça parce qu'il avait peur qu'on l'attaque dans le dos. Mais maintenant qu'il a trouvé des Juifs vendus pour nous soumettre aux Grecs, alors il est tranquille. Maintenant, tu peux monter tout le texte, s'il te plaît, Shimon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a aucun problème. Il va aller attaquer l'Égypte maintenant. Tranquille, pourquoi? Il a mis à la tête d'Israël ces Juifs problématiques. Alors, regardez, il vient en Égypte, à Mitzrayim, avec un peuple lourd. Ce n'est pas un peuple lourd, c'est une armée lourde. Des chars, des éléphants, des cavaliers. Excusez-moi, j'aurais dû vous préciser. Ce texte que vous avez devant vous est une traduction. Étant donné que nos Chachamim ont interdit la lecture du texte original qui a été écrit en hébreu, le texte n'est resté que dans des langues étrangères. Il y a ici une reconstitution du texte. C'est pour ça que la traduction est très problématique. Les traducteurs tous ont essayé de rester très proches du sens littéral, mais ça donne un français très boiteux, comme vous le voyez. D'accord? Shimon, tu me signaleras si toutes les personnalités sont déjà là pour pouvoir remercier tout le monde, aussi bien les personnalités que tous les participants, de bien accepter de participer avec nous ce soir à ce cours et concernant notre yeshiva. Regardez, à la tête du royaume d'Égypte tient le roi qui s'appelle Talmaï. En français, on a plutôt tendance à le traduire Ptolémée. Okay? Ptolémée recule en face de lui et s'enfuit. Tombent de nombreuses victimes, ils investissent les forteresses, la terre d'Égypte, etc. Alors regardez Antiochus, grâce justement à la coopération de ces Juifs problématiques, peut aller attaquer l'Égypte, il met la main sur l'Égypte, mais il faudra donc qu'il nous remercie pour l'avoir laissé traverser sans l'attaquer dans le dos. Et comment on remercie le peuple juif? Regardez, Antiochus retourne après avoir battu l'Égypte en l'an 143. Il monte contre Israël et contre Jérusalem avec un peuple lourd, ça veut dire une grande armée. Il arrive au sanctuaire, c'est-à-dire au temple, avec orgueil, prend l'autel d'or, le candélabre, la lumière, rajoute, il s'empare de tous les biens du temple. Montre s'il te plaît, Shimon, un petit peu le texte. Encore. Il prend l'argent, l'or, tous les objets précieux, et tout est emporté en butin. Il prend les trésors cachés qu'il trouve, ayant tout pris, il retourne vers sa terre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il procède à un massacre. Comment on remercie les Juifs qui ont soutenu le goyim? On les massacre.
Monsieur le député Meir Habib Toda de participer. Je vois que vous êtes rentré. Toda à vous et toutes les personnalités qui sont là, Monsieur Abitbol, Madame Elbaz, le Rav Avner et si mon cousin, le Rav Shlomo Zini est déjà là, Acharon Habib. Merci de votre participation. Regardez la suite. C'est un grand deuil en Israël. En tout lieu, les chefs et les anciens soupirent. Les vierges et les jeunes gens s'étiolent. Qu'est-ce que ça a à voir, cette histoire? Ben, écoutez bien. Il s'avère qu'Antiochus Épiphane a décrété pour la première fois dans l'histoire humaine que chaque fois qu'un couple juif se monte, un ménage juif se monte, la mariée passe la nuit de noces avec lui. Ce qu'on appelle en français le droit de cuissage qui est resté en vogue en France jusqu'au XVIe siècle. Mais on prétend qu'en France, c'était avec les serfs. Excusez-moi, il s'avère que tous ces serfs en question, où la plupart étaient juifs, comme par hasard. Et regardez ici, toutes les personnes qui viennent du monde ashkénaze ou qui ont participé à un mariage ashkénaze ont sûrement vu quelquefois les parents accompagner le khatan et la kala avec deux veilleuses, deux bougies. Pourquoi? Parce que comment les Juifs ont essayé d'éviter ce décret insupportable? Ils ont évidemment essayé de réaliser le mariage en cachette. Mais d'un autre côté, on a besoin de minyan, on a besoin de 10 personnes. Comment amener 10 personnes sans que les choses s'éventent? Le principe était le suivant. On mettait à la fenêtre de l'endroit où allaient avoir lieu les noces, deux bougies en plein jour. C'était le signal que le soir, il y aurait mariage. Et depuis, c'est resté une habitude dans les communautés ashkénazes d'accompagner le khatan et la kala avec ces deux bougies. Sachez que dans le monde sfarad, le minhag est resté sous une autre forme. Il y a des gens qui disent que c'était pas le signal d'un mariage, mais le signal d'une circoncision, parce qu'elle aussi a été interdite. Alors, dans les communautés nord-africaines, on allume des bougies pour la circoncision. Chaque partie du peuple juif a gardé cette habitude en souvenir très très lointain de quelque chose d'important et de pénible. Et regardez la suite. Après 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 ans, le roi envoie le chef des contributions, ses chefs d'armée dans les villes de Yehuda, il vient à Jérusalem avec une autre. Il leur parle des paroles de paix par du prix. Vous voyez que ce n'est pas la première fois qu'on propose des faux accords de paix avec le peuple juif. Mais les Juifs sont toujours là pour tomber dans le panneau. Il suffit de leur proposer la paix, même si c'est un piège, ils sont toujours là pour signer. Ils adhèrent, mais ils tombent soudain contre la ville. Une nouvelle fois, ils tombent sur la ville. Ils frappent à grands coups, fait périr encore une nouvelle fois un massacre. Vous voyez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Ils capturent les femmes, la marmaille, le bétail, les bâtissent la vie. Et j'en passe des meilleurs. Brièvement, je vous raconte, ils construisent une forteresse qui va empêcher le peuple juif d'aborder le temple. Et n'oubliez pas que le fait d'aborder le temple à l'époque, c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, comme quand on veut aborder le Kotel. Le Pessah, Shavuot et Sukkot, on ne le fait qu'au temple, nulle part ailleurs, c'est là-bas parce qu'on offre des sacrifices. Donc mettre une citadelle qui empêche le peuple juif d'arriver au temple, c'est les empêcher de faire Pessah, Sukkot et Shavuot. Montre s'il te plaît, Shimon, un petit peu le texte. Okay. Une nouvelle fois un pillage, et il massacre tout ce qu'il peut massacrer sur le passage. Et voici qu'après ça, très peu de temps, on repart, le monde grec Antiochus Épiphane repart à l'attaque, mais regardez sous une forme très subtile. Le roi écrit à tout son royaume d'être tous un seul peuple. En terminologie moderne, qu'est-ce que c'est? C'est le principe de la globalisation. Il nous propose une globalisation. C'est une idée grecque. Mais faites bien attention. Chaque fois que dans l'histoire humaine, on a proposé d'abattre les frontières nationales, il n'y avait qu'un seul objectif à ça. Éliminer le peuple choisi. Le peuple élu, autrement dit le peuple juif. Et vous le voyez, regardez ici dans le texte, d'abandonner tout homme ses lois, toutes les nations se conformeront au principe royal, et nombreux en Israël, agrée son culte, sacrifient aux idoles et profanent le Shabbat. C'est la première fois qu'il y a des Juifs qui ne respectent pas le Shabbat. Ça n'a jamais existé avant. Et tous sont tombés dans le panneau. On leur a proposé d'abattre toutes les frontières nationales et regardez, c'est le peuple juif qui paye la note.
Monte encore un peu le texte, s'il te plaît, Shimon. Le roi envoie des actes, autrement dit des directives, par la main de messagers à Jérusalem, dans les villes de Yehuda, pour aller derrière les lois. Interdire de monter au temple, le sacrifice, tout la libation sur l'autel, dehors de profaner le Shabbat, de contaminer le sanctuaire et les sacrements, autrement dit de rendre impur tout ce qui concerne le temple, de bâtir des tertres, autrement dit des autels, pour les idoles. Immoler des porcs et des bêtes contaminés, il faut traduire des bêtes impures. Pour laisser leurs fils incirconcis, interdit de procéder à la circoncision, oublier la Torah et changer toutes les lois. Vous voyez que quand on propose au peuple juif d'être ensemble avec tout le monde, c'est toujours pour porter atteinte à toute sa culture et tout son rapport avec Dieu. Et quiconque ne ferait pas cela, selon la parole du roi, mourrait, serait pénible de mort. Conformément à toutes ces prescriptions, le roi écrit toutes ces paroles à son royaume, et en tous les cas, je vous dis brièvement, il nomme des gens pour imposer tout ça à tout le peuple juif. Regardez, monte un petit peu s'il te plaît, Shimon, encore. Et voici un premier tournant, mais cette fois-ci dans le mauvais sens. Le 15 jours de Kislev, notez bien la date, parce que Hanouka c'est le 25, ça c'est 10 jours avant. Le 15 jours de Kislev en l'an 145, on ne s'est pas encore rebellé. Ils bâtissent l'abjection de la désolation sur l'autel. Je traduis ça en terminologie précise. Ils vont sacrifier aux idoles sur l'autel du temple. Et qu'est-ce qu'ils font? Aux portes des maisons et sur les places sacrifient. D'après la halakha, d'après la loi, j'espère que même en diaspora, on le sait maintenant, par le passé c'était moins clair, la mitzvah, quand on allume la Hanouka, c'est pas sur la table, c'est à l'entrée de la maison. Pourquoi à l'entrée de la maison? D'un côté, il y a la mezouza, et de l'autre côté, on met la Hanouka. Pourquoi? Parce que à l'entrée de la porte, les Grecs nous ont imposé de sacrifier des animaux à l'idolâtrie. L'allumage de la Hanouka est un contrat. On va à l'envers de cela. On nous a imposé l'idolâtrie, alors on va marquer qu'on sert Dieu. Alors, les volumes de la Torah qui trouvent, autrement dit, les textes de la Torah, les sifrei Torah qui trouvent, il les lacère, les brûle. Tout homme qui était trouvé avec un livre de Torah ou qui se soumettait à la Torah était mis à mort. Et ils font ça à tout le monde, de chaque mois, lunaison c'est chaque mois. Et regardez maintenant, le 25 de chaque lunaison, c'est pas le 25 de chaque lunaison. C'est le 25 du mois de Kislev. C'est une mauvaise traduction. Il sacrifie sur l'autel. Il sacrifie un porc sur l'autel. Le 25 Kislev. Alors on se pose la question, attendez, le 25 Kislev c'est Hanouka ou c'est en fait le jour où ils ont sacrifié? Je vais vous répondre à ça dans un petit moment, vous allez voir quelque chose d'extrêmement intéressant. Les femmes qui ont fait circoncire leurs fils sont mises à mort suivant l'édit. Excusez-moi, depuis quand c'est aux femmes à circoncire les enfants? C'est aux hommes, aux pères. Pourquoi le texte nous parle des femmes? Vous savez pourquoi, excusez le terme? Parce que tout simplement, les hommes de l'époque, c'était des mauviettes. Ils étaient menacés. Toute personne qui a procédé à la circoncision était menacée. Ils ont dit non, c'est un danger, on ne peut pas faire. Les femmes ont eu plus de courage. Elles ont sacrifié elles se sont sacrifiées pour leurs enfants. Mais regardez quelle a été la suite. Chaque femme qui faisait la circoncision à son fils avec un mohel quelconque était mise à mort. Les nourrissons étaient pendus. Des enfants de 8 jours. Et on mettait à mort aussi celui qui procédait à la circoncision. Vous voyez quel courage avaient ces mères de famille. Archav. Et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé maintenant, parce que j'ai peur que le temps imparti nous bloque un peu. Combien de temps il nous reste, Shimon, s'il te plaît? Quelques minutes. Quelques minutes. Très bien. Passons tout de suite au texte d'après. Montre-le un petit peu, je t'en prie. Nous avons lu que le roi avait imposé partout de procéder à l'idolâtrie
regardez ce qui se passe lorsqu'ils arrivent et ils rencontrent Mattathiaou, ce fameux grand prêtre, avec ses fils. Monte un petit peu le texte encore, s'il te plaît, pour qu'on puisse abréger un peu. Regardez, ils arrivent à Modérine, et ils s'adressent à Mattathiaou. Tu as monté un petit peu trop cette fois-ci. Voilà. Ici, tu es le chef grand et glorieux de cette ville, appuyé par des fils et des frères. Maintenant, sacrifie le premier, exécute l'ordre du roi, comme font tous les peuples et les hommes de Judée. Ceux qui ont été autorisés à rester à Jérusalem, tu seras, toi et tes fils, parmi les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez honorés avec 4 milliards de dollars chaque année. Excusez de la façon dont j'ai tordu le texte. Regardez comment on essaye de soudoyer les Juifs. On leur propose des soutiens financiers. Regardez la réponse de Mattathiaou. Réponse cinglante. Il dit même, sous tous les peuples de la maison du roi l'entendent et s'écartent du culte de leur père pour choisir ses ordres. Moi, mes fils, mes frères, nous irons dans le pacte de nos pères. Loin de nous d'abandonner la Torah et les mitzvot. Nous n'entendrons pas les paroles du roi pour nous écarter notre culte à droite ou à gauche. Vous voyez ici le courage devant les délégués et l'armée d'Antiochus. Quand il a fini de parler ces paroles, un homme de Judée s'approche aux yeux de tout le monde et il y a toujours un juif ici pour être plus pape que le pape, comme on dit en hébreu. Plus royaliste que le roi, je pense que c'est comme ça la terminologie française adéquate. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il se jette pour montrer qu'il est prêt à sacrifier à l'idole. Que va faire Mattathiaou? Quelque chose de très, très difficile, très pénible, pas ça. Il va tout simplement égorger ce juif. Et c'est comme ça que la rébellion explose. Conclusion. Essayons de présenter tout ça. La rébellion des Hashmonaïm, je n'ai plus besoin du texte. La rébellion des Hashmonaïm n'est pas une rébellion nationale, c'est une rébellion religieuse. Évidemment, elle est devenue par force aussi une rébellion nationale, mais c'est une rébellion religieuse. Et regardez l'erreur catastrophique d'Antiochus. Pourquoi 143 ans nous ne sommes pas révoltés et subitement on se révolte? Parce que Alexandre le Grand a reçu un ordre précis de son précepteur qui n'était autre qu'Aristote le grand philosophe et qui lui a dit fais attention avec les Juifs. Tu vas là-bas pour leur imposer la culture grecque, mais si tu vas avec eux par la force, alors tu as perdu d'avance. Va exactement à l'inverse. N'essaye pas d'imposer par la force. Ne leur impose rien du tout, à ce moment-là, ils tomberont dans le panneau. Si tu leur imposes par la force, à ce moment-là, ça ne marchera pas. Alexandre a accepté le conseil et il n'a jamais essayé de nous empêcher de respecter la Torah et les mitzvot. L'erreur catastrophique d'Antiochus Épiphane, c'est d'avoir essayé de nous imposer ça de force et c'est là que ça lui a coûté tout. C'est là que tout explose. Le peuple juif s'est sacrifié, une poignée de gens va mettre à genoux le grand empire, la grande puissance de l'époque, la Grèce. Vous vous rendez compte, vous comprenez un petit peu? Maintenant, pourquoi je me suis permis de vous présenter ce texte que les Chachamim m'ont interdit? Eh bien, ils ne l'ont pas interdit parce que le texte avait une problématique, mais parce qu'il y a un point dans ce texte qui était problématique. Judas Maccabée, qui va finir d'avoir le dessus sur les Grecs, va faire une gaffe que les Chachamim n'ont jamais acceptée. De peur que la Grèce revienne attaquer Israël, il va contracter un accord de paix avec Rome, qui est naissante. L'Empire romain est naissant maintenant pour avoir un allié dans la mesure où la Grèce allait l'attaquer. Et là, nos Chachamim ne lui ont pas pardonné. Pourquoi? Si l'on dit Akash Baruch Hu t'a donné la victoire miraculeusement, sans aucun allié, tu as besoin d'aller voir les Romains pour ça, de t'allier avec d'autres. Et effectivement, les Romains vont arriver en Israël et c'est comme ça que le deuxième temple va être détruit. Le peuple juif n'a pas besoin de se reposer sur quiconque. Il a besoin juste de se reposer sur Akash Baruch Hu. Et quand il est capable de se reposer sur un respect profond de la Torah et des mitzvot, personne ne peut tenir le coup. Aucune nation ne tiendra le coup devant un peuple pareil. Vous savez, il y a un texte que je n'ai pas pu vous lire, mais à l'occasion, je vous le lirai.
un grand orateur français a prononcé à la cathédrale de Paris, il y a de cela 170 ans à peu près, un discours brillant en marquant qu'est-ce que c'était les Hashmonaïm et comment ils ont enseigné à l'humanité entière, comment au nom des valeurs, le peuple juif n'a jamais cédé et a montré à toute l'humanité qu'est-ce que c'est être attaché à la Torah ou au mitzvot, qui permet à tout un chacun d'affronter toutes les injustices, toutes les brimades, tous les assujettissements et de se relever avec un drapeau qui brandit toutes les valeurs. C'est un enseignement dans ce sens-là que nous essayons de conférer à tous les jeunes qui viennent nous voir. Et je pense que je dois maintenant laisser la parole à monsieur le député Meir Habib, un grand ami et un fidèle ami. Et je le remercie avec tous les autres participants pour avoir accepté de venir s'associer avec nous ce soir. Et je souhaite à tout le monde Hanouka Sameach. Monsieur Meir défend toutes les valeurs également, autant qu'il le peut, dans le cadre où il se trouve, qui n'est pas du tout trivial. Alors nous nous souhaitons d'avoir aussi toutes les forces des Hashmonaïm pour continuer là-bas. Hanouka Sameach à tout le monde et merci de nous avoir écoutés. Merci Rav Zini, Chag Sameach à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Au-delà d'être un ami, le Rav Eliaou Zini est avant tout mon maître. Je suis un ancien élève du Technion. Il a été, au-delà d'être mon professeur, mon Rav, qui m'a marié. Il a été mon professeur de mathématiques. Il nous a entraînés au karaté. Bon, j'ai eu la chance d'avoir eu son frère Roger dans ma classe. Mon père était ami proche du Rabbi Meir, son père. C'est une très longue et vaste histoire. Vous pouvez parler plus proche du micro, s'il vous plaît. Voilà, je me rapproche du micro. Est-ce que vous m'entendez là? Voilà. Très bien. Et voilà. Donc, c'est tout naturellement que je suis avec le Rav Eliaou Zini, mon maître, mon ami, avec vous ce soir. Avant d'être député, j'étais un élève de l'école Lucien de Hirsch, Yavne, un ancien du Technion. Et mon cher Shimon Fitoussi, mon cher Rav Eliaou Zini, ce que vous faites, c'est un travail extraordinaire. Si vous me permettez, je voudrais avoir une pensée pour un ancien élève aussi que vous avez connu, Erez Attal, qui est en train de se battre avec une sale maladie. Roger, votre frère, lui a rendu visite cet après-midi et moi hier. C'est un ancien élève du Technion, un Gibor, qui est jeune et qui se bat contre une sale maladie au foie et au poumon. Et je voulais avoir il m'a appelé tout à l'heure en me disant « Donne bien toute mon affection et mon amitié au Rav Eliaou Zini. » Et je voudrais avoir une pensée pour lui. Il est important de soutenir la yeshiva du Rav Eliaou parce qu'il forme des jeunes gens avec des valeurs qui sont claires, nettes, limpides. L'amour d'Eretz Israël, l'amour de Torah Israël, l'amour de Ham Israël, l'amour de Tzva Hagana Israël, sans aucune compromission, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de force. Et il amène à bon port beaucoup d'enfants qui sont parfois un peu perdus. Ou pas d'ailleurs, et même des gens qui ne sont pas perdus, ils les amènent quand même à bon port. On est en train de fêter la fête de Hanouka. Hanouka a été une fête qui a toujours été fêtée dans le peuple juif. Que ce soit dans les moments les plus terribles de l'histoire, dans les fins fonds des pogroms cosaques ou de l'Inquisition, à l'époque d'Isabelle la catholique, dans les fins fonds du ghetto de Varsovie, Hanouka n'a jamais été oublié. On allume 36 bougies de Hanouka en tout, 8, 7, 6, enfin 1, 2, 3, sans le shamash, j'entends. Et j'ai écouté tout à l'heure quelque chose j'étais avec le Rav Metzger. En réalité, quand Dieu a créé la terre, le ciel et la terre, il a dit Vayeyor une première fois. Puis après, il a créé le soleil et la terre 36 heures après. Donc à 2 reprises, on a parlé de Vayeyor, de lumière, mais avec un délai de 36 heures. 36 heures, comme c'est 36 bougies de Hanouka, qui sont ganous, c'est-à-dire cachées pendant des années, pendant toute cette Gola, et qu'aujourd'hui, on est en train d'éclairer.
le Ham Israël. Jamais les lumières de Hanouka sont éteintes. Aujourd'hui, la yeshiva du Rav Zini, avec notre ami Shimon Fitoussi, qui lui donne qui est toujours extraordinaire à ses côtés, croyez-moi, fait un travail extrêmement important. Pour vos enfants, à Haïfa, ce parcours, je l'ai connu, j'ai aujourd'hui 59 ans, j'en avais à l'époque 18, mais il a toujours la même détermination, la même force. Il était évidemment, comme chaque année, important pour moi d'être à ses côtés, à vos côtés aujourd'hui, pour vous mobiliser dans des moments difficiles. J'ai vu hier, pendant 1h30, le Premier ministre Netanyahou à son Alishka à Jérusalem, m'a donné des bonnes nouvelles. Il m'a dit, Meir, il était optimiste. Et lui, ce n'est pas un optimiste de nature, il est factuel. Mais il pense qu'on arrive sur la fin au niveau du corona. Les vaccins arrivent, la vaccination démarre, lui-même va se faire vacciner lundi. Alors évidemment, on a près de 3000 morts en Israël, plus de 60 000 et je pense même près de 80 000 en France. C'est colossal mais Bezrat Hashem, on est en train de voir le bout du tunnel. Bientôt, il m'a dit, je pense qu'à Pessah, tout reviendra à peu près normal. Je l'espère. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler par Zoom. On ne connaissait pas Zoom avant cette pandémie. Aujourd'hui, on est accro à Zoom du matin au soir. Ça va vite, remarquez, même y compris à l'Assemblée. Moi, ça me permet d'être en Israël et d'être en permanence dans les commissions diverses à l'Assemblée nationale. On se bat. Ce n'est pas simple. L'amour d'Israël n'est jamais simple. L'amour j'ai eu la chance d'être au Kever Yosef il y a 2 semaines de cela. Il faut se battre pour chaque chose. Rien n'est gagné par avance. Mais le train de le peuple juif est magnifique. Il avance. Il avance à un niveau où on ne peut pas imaginer. Et ça, au-delà des accords qui sont évidemment qui sont des accords de paix pas contre des partis d'Eretz Israël, des paix pour la paix, parce que chacun est intéressé par la paix. Celui qui veut la paix, il aura la paix. Celui qui ne veut pas la paix, il aura une armée forte en face de lui qui les vaincront. Mais aujourd'hui, le peuple d'Israël avance de façon extraordinaire. Il y a, je pense, un capitaine qui n'est pas trop mauvais à sa tête. Regardez ce qui s'est passé en Iran. Alors officiellement, ce n'est pas Israël. Mais le monde entier est silencieux. Et la tête du serpent a été liquidée. Sans fanfare ni trompette, mais le monde est en admiration. Comment ils ont fait? Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne pourra mettre en danger, Bezrat Hashem, la pérennité du peuple juif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de victimes, mais j'espère qu'il y en aura le moins possible. Mais ce peuple, qui est sorti des cendres de la tragédie la plus terrible de l'histoire, aujourd'hui est au zénith. Il a gardé la Torah pendant près de 2000 ans. Aujourd'hui, c'est à nous à la garder. C'est la Torah qui nous a gardés, quel que soit notre niveau de pratique à chacun. S'il n'y avait pas la Torah, les mitzvot, le Shabbat, la cacheroute, on ne serait jamais resté 2000 ans en exil. Aujourd'hui qu'on a retrouvé la terre d'Eretz Israël, il est temps de rendre un peu à cette Torah ce qu'elle nous a rendu, qu'elle nous a conservé pendant toutes ces années. Je ne voudrais pas être très long, je voulais simplement vous redire à quel point c'est un bonheur d'avoir été l'élève, aujourd'hui l'ami, et les deux d'ailleurs, du Rav Eliaou, qui fait un travail, c'est droit. Il n'y a ni à gauche ni à droite, c'est sans concession, c'est limpide, c'est clair, et ça va à bon port. Et il n'a pas de concession sur le Maout, c'est l'ADN de la famille Zini. C'est de dire la vérité, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de force. C'est rare. Et aujourd'hui, le Rav Eliaou Zini, il le dit avec beaucoup de modestie, c'est non seulement un des leaders de la communauté francophone israélienne, mais bien au-delà. Bien au-delà dans toute la famille d'Atit Leoumi, et bien au-delà, le Rav Zini apporte sa force, son intelligence, sa culture, ses connaissances, qu'il met au service du peuple juif sans demander quoi que ce soit en contrepartie. Donc, je sais que c'est compliqué le corona, je sais qu'on est par Zoom, chacun où il est, mais ceux qui peuvent aider, il faut qu'ils le fassent. C'est une cause magnifique. Et moi, modeste député aujourd'hui de la République, mais toujours ancré et amoureux de cette terre d'Israël, de cette Torah d'Israël et de ce pays d'Israël, j'ai puisé mes sources, évidemment auprès de mon père, qui m'a tout donné, comme souvent nos familles, nos racines. On fait les premiers vins cachers en France en 1956, alors qu'il n'y avait pas l'ombre de cacher n'existait pas en France pour ceux qui ont connu les vins Habib. Il est arrivé, ça ne pouvait pas, mais aussi grâce, quand je suis devenu un peu plus âgé, le Technion m'a fait beaucoup. On était des jeunes un peu
Il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait pas, c'était une autre époque. Et le Rav Eliaou Zini, j'oublierai jamais la force qu'il nous a donnée, l'éducation qu'il nous a donnée. Et il continue à donner Baruch Hashem comme un jeune homme, Shiskele Chaim Arukim, Admei Avesrim. Et c'est un plaisir, je ne veux pas être trop long, j'ai déjà été un peu long, d'avoir été avec vous ce soir. Erev Tov à tous. Merci. Merci beaucoup à M. Rabbi pour tous ces compliments qui nous dépassent. Toda Rabba Meir, ça fait plaisir de te voir. Chez Irak Bismachot Bezrat Hashem. Avec votre permission, on va passer tout de suite à notre intervenant suivant, Arié Abitbol. Arié, est-ce que tu es avec nous? Shalom, shalom, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très très bien. Baruch Haba. Toda Rabba, Brouchim. Anim Saïm. Alors juste, avec une seconde. Comme ça, tu arrives. Pour ceux qui ne connaissent pas, Arié d'abord est un ami proche, si je peux me permettre de dire ainsi, déjà depuis plus de 15 ans. Arié est un des, comment dirais-je, il me manque le mot, mais en tout cas, un des acteurs principaux de la Aliyah francophone en Israël et aujourd'hui a succédé à la place de directeur de l'agence juive en France. Donc, une mission énorme, surtout dans des conditions telles qu'on les connaît, surtout dans des conditions, dans un cadre tel qu'on connaît. Ça ne fait que rendre la mission un petit peu plus ardue, mais connaissant bien Arié, puisqu'on travaille aujourd'hui ensemble depuis, je pense, 12 ans. Arié a dirigé le programme Massa Prépa Technion, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est un programme que Arié dirige, bien évidemment, mais on a, de la part de la Yeshiva, avec le Rav et d'autres enseignants de la Yeshiva, on a essayé de donner à tous les élèves qui sont passés depuis leur première promo, tout ce qui touche à cours de Torah, Shabbat organisé dans le cadre de la communauté, et par la suite, évidemment, tous ceux qui ont intégré le Technion. Donc, on a demandé à Arié de nous dire un petit mot de bracha ce soir, et d'abord de le féliciter aussi pour sa nouvelle position et de lui souhaiter Be'atzlacha. Donc, Arié, on est avec toi. Merci beaucoup, Shimon. Birshut Harav, Amara Datra, le Rav Eliaou Zini, Monsieur le député Habib, Madame Elbaz, cher Rabbanim, j'ai vu le Rav Shlomo Zini, j'ai vu le Rav Tuito aussi et les autres Rabbanim de la Yeshiva, le Rav Avner et tous les Rabbanim. J'aimerais, avec la permission des Rabbanim, de dire quelques mots sur la paracha précédente où l'histoire est très connue que Yosef va chercher à la recherche de ses frères et il rencontre, ce que dit Rashi, c'est le Malach Gabriel et il lui demande où il va et il lui répond « Etachai anochi mevakesh » je suis à la recherche de mes frères. Alors cette phrase-là est très souvent utilisée comme devise pour rechercher le peuple juif. À la Yeshiva et par le biais du Rav Zini, ce n'est pas juste une devise, c'est mamash une Torah Traim. C'est ce que fait la Yeshiva depuis, le Rav et la Yeshiva depuis une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années, c'est de s'occuper de chaque jeune qui arrive à Haïfa, comme l'a dit M. Habib précédemment, et de s'occuper d'eux dans tous les aspects de la vie, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle. Et cette Torah-là et cette réalité-là, elle se diffuse dans plusieurs domaines. D'abord, c'est une Torah de vie avec des jeunes qui n'arrêtent jamais d'étudier, que ce soit à l'intérieur de la yeshiva, quand ils sont à la yeshiva, quand ils sortent de la yeshiva, quand ils sont à l'armée, quand ils reviennent étudier au Technion autour. Et non seulement chaque jeune qui sort de la yeshiva finit en général avec des brillants diplômes, mais également tous sortent de là avec Talmidei Chachamim. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. On voit parfois des jeunes aller dans les yeshivot, prendre un an pour se renforcer. Mais faire de cette Torah-là une Torah de tous les jours de leur vie future, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais et qu'on voit à la yeshiva. Le deuxième point qui est très important pour moi, et c'est une lutte de ma vie en tant que jeune qui a grandi au Maroc, c'est de voir une Torah qui est Marzira, Atara le Yoshna. Mais pas simplement comme une devise, mais comme il se doit, de ramener nos traditions, de ramener notre vision de la Torah, nos chants
tout ce qui est lié à la tradition d'Afrique du Nord. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne retrouve malheureusement pas assez en Israël. La troisième chose qu'amène la yeshiva, c'est une communauté qui est autour, qui accueille chaque jeune. Et je sais de quoi je parle. Comme l'a dit Shimon, j'ai fait venir des centaines de jeunes à Haïfa. Il n'y en a pas eu un seul qui a pu avoir besoin de quoi que ce soit passer un Shabbat, que ce soit avoir besoin d'un conseil, d'avoir une recherche de poste, n'importe quelle chose qu'un de nos jeunes a cherché. Il y avait toujours quelqu'un qui répondait, y compris 1 ou 2 heures avant Shabbat. Shimon en est témoin que parfois, malheureusement, on devait l'appeler quelques heures avant Shabbat. Il y avait toujours quelqu'un présent pour accueillir un de nos jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Vous savez, il y a une expression en hébreu qui dit, quand on veut donner un compliment en hébreu, alors c'est pas évident parce qu'en hébreu, on ne donne pas beaucoup de compliments, mais une expression qu'on donne comme ça à l'armée qui s'appelle « shkar veshkar ». Alors moi, je suis éducateur, on n'envoie pas et on laisse passer, mais quand on envoie la yeshiva chez le Rav, alors on est certain que nos jeunes, on peut être complètement tranquille, on sait qu'ils vont revenir de là, des Talmidei Chachamim. Et je finirai juste par une dernière chose. Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, Zecher Tzadik Livracha, avait l'habitude de dire que le projet de notre retour sur la terre d'Israël, c'est on part d'Israël, de Chutz La'aretz, on est des juifs français, on est juifs, on est français, on est juifs français, bref, tous les termes qui sont utilisés. On arrive en Israël, on devient des Israéliens. Mais la finalité, c'est de redevenir des Hébreux comme Abraham, de devenir des Ivrim. Et Baruch Hashem, c'est une chose que je peux vous dire et dont vous pouvez... Apparemment, un petit problème de connexion chez Arié. Arié, si tu nous entends, ta connexion a été bloquée. Non, apparemment, il ne nous entend pas. Sa connexion ne doit pas être assez bonne. Non, il ne m'a pas dit que tu rentrais, il m'a dit que tu viennes. Tov. On va attendre que Arié peut-être essaie de se rebrancher comme il faut. On va lui envoyer un petit message pendant ce temps-là. Notre intervenante suivante sera Madame Elbaz. Madame Elbaz, vous nous entendez? Madame Elbaz. J'ai réactivé le son. Ah, ok, super. Bonsoir, Madame Elbaz. Soyez la bienvenue. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Madame Elbaz, je vais récapituler un petit peu. Madame Elbaz, juste si Arié nous entend, tu nous fais signe Arié. Madame Elbaz est native du Maroc, fille de Rabbi Shimon ben Soussan, qui était rabbin à Agadir. Mariée, mère de 3 enfants, un parcours dans le monde éducatif très, très important. Elle a fait sa Aliyah après le bac et étudié à l'université de Harat Sofim. Après, elle est repartie en France, mais c'était, on va dire, pour mieux rebondir, puisqu'elle a dirigé là-bas l'école de Maïmo, d'accord, à Boulogne, que j'imagine tout le monde connaît et dont nous avons eu et nous avons encore aujourd'hui le plaisir d'accueillir beaucoup d'élèves et c'est toujours un grand plaisir de les voir et de les recevoir. Et naturellement, après avoir dirigé l'école de Maïmo à Boulogne, eh bien, Madame Elbaz, elle est venue diriger l'école Maïmo à Cholon pour revenir en terre d'Israël. Une fois que, après avoir envoyé en fait tous ses enfants en Eretz Israël, elle a dit bon allez, ça suffit. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses pour que Maïmo décide d'ouvrir une antenne ici en Israël et donc de façon naturelle a ouvert la porte et la voie à Madame Elbaz pour revenir. Alors pourquoi ce soir nous avons invité Madame Elbaz? Eh bien la réponse est suivante. Étant donné que Madame Elbaz a envoyé des élèves de Maïmo à la Yeshiva à Haïfa, donc quand Madame Elbaz réouvre une école Maïmo en Israël, alors les anciens élèves de Maïmo, de la Yeshiva à Haïfa vont aller jusqu'à Cholon pour enseigner aux élèves qui étaient une fois, eux, à Boulogne. Donc en fait, pourquoi on a demandé à Madame Elbaz de venir? C'est pour un petit peu témoigner de ces rencontres qui ont commencé l'année dernière et je sais personnellement que les élèves sont ravis, mais le mot ravi est un mot trop court, il n'y a que 4 lettres, on ne peut pas rentrer
tout ce qu'ils ressentent dans 4 lettres uniquement. Donc, plus que de commencer à détailler quelque chose que moi, personnellement, je ne vis pas. Donc, on a demandé à Madame Elbaz, qui a très gentiment accepté de participer ce soir, pour donner son sentiment, pour nous raconter un petit peu qu'est-ce que ces élèves aujourd'hui vivent et comment elle voit ça, on va dire, en faisant tous les liens comme ça, les anciens élèves qui deviennent aujourd'hui les professeurs de ces nouveaux. Donc, Madame Elbaz, le microphone est à vous. Exactement, merci à vous. Mechila, Arié, tu reviens. Elle est finie. Il fallait que tu termines. Non, juste pour m'excuser, je vais pas prendre de temps, juste m'excuser que j'ai eu un problème technique visiblement. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas, mais en tout cas, m'excuser du problème technique. Voilà. On a entendu la quasi-totalité, nous en sommes sûrs, Arié, et nous vous remercions profondément pour tout ce que tu as témoigné en notre faveur. Toda Rabba, Toda. Alors, j'allais commencer, Arié, juste quand tu as terminé, et j'allais dire, j'ai toutes ces feuilles devant moi, mais j'ai pour habitude de chronométrer ce que j'ai à dire, et j'en ai pour 3 minutes et 25 secondes. Donc, j'essaierai d'être assez claire et assez concise. Et déjà, merci pour l'honneur qui m'est fait, et je prends la parole avec votre permission, Rav Zini. Rav Razout également, je vois que le Rav de l'école est là aussi, Eliaou, le Rav Twitou. Et puis j'ai aperçu des amis très chers de Boulogne, alors anciens élèves, parents aussi, le Rav Zini, Eric et Corinne Benamou, voilà que j'ai eu plaisir à retrouver dans ce quadrillage de Zoom. Et puis également, ravi de retrouver des amis, Meyer, Habib, qui a toujours pour nous les bons mots là-bas, pour nous ici. Et vraiment, Meyer, merci pour tout ce que tu fais, je peux dire pour nous en Israël depuis là-bas. Et merci pour toute cette force que tu donnes en tous les cas, autant aux Juifs de France qu'à nous ici en Israël. Et évidemment, Arié, comme vous l'avez dit, Shimon, Arié qui vient de prendre ce nouveau tafkid de directeur d'agence juive, j'allais dire notre directeur, parce qu'en fait, chacun de ceux qui occupent ce poste devient notre partenaire privilégié, et peut-être bien, Arié, que Bezrat Hashem reposeront sur tes épaules les chiffres les plus élevés de l'Aliyah française, si on en croit voilà, tous les derniers discours et tous les derniers pronostics. Je voulais remercier aussi, il y a plusieurs collègues du lycée Maïmonide d'Israël qui sont là présents, et donc je voudrais les remercier d'être venus aussi soutenir la yeshiva. Je tiens à revenir sur le partenariat que vous avez évoqué, Shimon, sur le partenariat du lycée Maïmonide d'Israël. Et je voudrais vraiment féliciter, alors je sais que c'est Avraham Journeau, mais moi je l'ai connu Roland. Alors Roland, ne m'en veut pas de continuer à t'appeler Roland, c'est comme ça que je t'ai connu. Mais ça va venir, Avraham, mais également Meir et Shmuel, pour ce temps de limoud qui est consacré à nos élèves de première et terminale tous les dimanches. C'est maintenant un rendez-vous très attendu et une relation qui s'est mise en place pour notre plus grand bonheur. Et le Rav Razout nous a fait l'honneur de venir voir nos élèves et étudier avec eux il y a de cela quelques jours. Et nous avons pu voir David Lovi, qui est là présent, l'un de nos enseignants de Kodesh, et le Rav Twitou, et moi-même. Nous avons entendu de la part de ces élèves, alors il revient quand? À la fin de cette séance. Et c'est tellement un bon signe de savoir que quand un Rav vient parler à des élèves et qu'ils attendent le prochain rendez-vous. Alors, nous sommes à Hanouka, et si vous me le permettez, Rav Zini, c'est vrai que devant votre érudition, j'amène ma modeste contribution à quelques mots que je voudrais dire sur Hanouka, mais pour aussi rebondir sur ce partenariat qu'il y a avec nos élèves. Et je voudrais me servir d'une pensée du Maharal de Prague que j'ai partagée avec mon frère cet après-midi, qui est un Talmid Chacham, voilà, le Rav Yitzhak Ben Shoshan, une pensée du Maharal de Prague dans le Chidouché Agadot, une pensée dans laquelle il évoque l'analogie entre le ner et le shalom. Et en fait, le shalom, le ner, c'est la lumière, parce que seule la lumière permet de distinguer et de préciser le contenu des éléments et d'y voir clair dans tous les sens, au propre comme au figuré. Et à contrario, l'obscurité amène la confusion. Dans Boker, on retrouve Bikour. Je voudrais juste faire cette petite citation du Maharal de Prague. Haor nikra Boker, la lumière s'appelle Boker.
שעל ידי האור יש ביקור, וכאשר יש ביקור בין דבר לדבר הוא השלום אשר בין הדברים בין זה לזה, ואין אחד נכנס ומתערב בחברו, רק כל אחד בפני עצמו. Cette analogie entre le shalom et la lumière, et il poursuit Velefikach nikret ner Shabbat shalom. Le Evdel, quand on allume le ner de Shabbat, shalom, et ce passage de l'Evdil ben Kodesh lechol. Je rebondirai sur ça dans quelques instants, et je fais le lien avec une autre pensée de Lévinas, qu'il a écrit dans Difficile Liberté, toujours sur le sens des lumières de Hanouka. On allume pendant 8 jours ces lumières à la maison, mais on les apporte aussi aux entrées de nos demeures et elles irradient sur le monde extérieur. En fait, cette lumière qui est à l'intérieur et qui sert à l'harmonie intérieure de la famille, on la porte à l'extérieur pour que l'une irradie vers le monde extérieur. Et plus on avance dans la fête, et plus ces lumières inondent de leur clarté. Je ne le fais pas que pour moi, l'altérité, le sujet principal de Lévinas, je ne le fais pas que pour moi, cette lumière que j'ai pour moi à l'intérieur, je veux qu'aussi de l'extérieur, elle soit vue. Et ces deux réflexions qui sont l'une et l'autre éloignées de quelques siècles, si je les raccroche à notre actualité et au milieu scolaire où évoluent nos élèves, en tous les cas au sein du lycée Maïmonide ici en Israël, ce sont ces lumières qu'on guide avec clarté et clairvoyance, jour après jour, pour espérer de la part de nos élèves qu'il soit cette part de shalom, de ner, dans leur choix futur, et que ces étincelles qui sont allumées par vos élèves et par le limoud et les chavrutot qui sont mises en place avec succès chaque dimanche grâce à la yeshiva, et je vous en remercie vraiment, ces études mises en place, on espère qu'elles les guident après le bac, et bien après le bac, et qu'en fait, ce soit ces étincelles, ces lumières qu'on allume aujourd'hui à l'intérieur du lycée, qu'elles puissent irradier après vers le monde extérieur, et qu'elles irradient leur vie, même après nous avoir quittés. On est dans cette période de construction avec nos adolescents, et notre responsabilité éducative, vous le savez, est vraiment très très forte, d'où ce choix du partenariat, et je vous remercie vraiment, Rav Zini, et Rav Razout et Shimon d'avoir tout fait pour mettre en place ce moment tant attendu par nos élèves. Et j'espère que c'est le début d'un très long parcours à nos côtés. Et je rêve que plusieurs de nos élèves, ça a commencé cette année, que nos élèves d'Israël et même encore de Maïmonide Boulogne, je veux bien me faire votre chaliar auprès de Maïmonide Boulogne dès qu'il le faudra, continuent à venir remplir les rangs de la yeshiva. Et je voudrais juste finir par un petit mot plus léger, que j'emprunte à l'un de nos amis boulonnais que beaucoup connaissent ici et qui vous avait confié un fils il y a assez peu de temps, Ariel Goldman. Et souvent, vous avez parlé tout à l'heure, Rav Zini, d'idolâtrie. Et vous savez que l'une des idoles de nos jeunes aujourd'hui, c'est ce petit appareil que je tiens dans les mains. Et moi qui ne suis par choix tout à fait personnel, et pour me protéger, qui ne suis sur aucun des réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, et c'est un sujet récurrent avec nos élèves, Ariel m'a envoyé une petite phrase, et je pensais qu'elle était de lui, il m'a dit pas du tout, je l'ai trouvée sur l'un des réseaux sociaux que je fréquente, de par son tafkid de président du Fonds social, il s'y trouve évidemment beaucoup. Et un ado demande à quoi peut être comparé le miracle de Hanouka, et la réponse qui pourrait être l'une des réponses et qui leur parle, qui les interpellerait, c'est imagine ton portable, ton iPhone chargé à 1% et que ta batterie reste active pendant 8 jours. Voilà, j'ai juste voulu finir par ce mot un petit peu plus léger et vous remercier vraiment du fond du cœur de m'avoir donné cet honneur, déjà de faire connaître le lycée Maïmonide d'Israël ici. Je suis entourée d'une merveilleuse équipe et encore plus maintenant puisque vos élèves et vous-même venez jusqu'à nous et j'espère qu'on continuera ce partenariat très longtemps. Voilà, Chag Sameach à tout le monde. Et merci à tous. Merci beaucoup, Madame Elbaz, pour tout ce que vous avez dit. Il y a juste un petit point de différence entre nous. Vous avez appelé cet appareil, vous l'avez appelé une idole. À la yeshiva, on l'appelle un terroriste. Alors, on est un terroriste. C'est pire. C'est un peu plus grave que le mot terroriste en français. Et puisque je le garde. Lévinas,
et vous avez parlé de sortir les lumières dehors. Permettez-moi de préciser que Lévinas m'a donné personnellement l'autorisation de traduire Difficile Liberté. Et l'article que vous avez cité est un des premiers que j'ai traduit sur Hanouka. Ah ben magnifique, surtout que je l'ai lu en ivrite. On m'a un peu, trop de personnes m'ont empêché de publier ça parce qu'ils voulaient faire de Lévinas un personnage qui était à la fois avec une tendance politique qu'il n'avait pas et de surcroît quelqu'un de laïque alors qu'il n'était aucun des deux, et ma traduction me présentait à mon avis de façon plus fidèle, avec justement ces lumières qui sortent dehors. Alors c'est le premier personnage, c'est moi qui l'ai introduit en Israël, justement pour sortir ces lumières que vous avez très bien signalées et tellement bien signalées. Et nous vous remercions pour l'accueil que vous permettez dans votre lycée. Et on a besoin des deux côtés pour construire quelque chose. Ça ne suffit pas un seul. Alors vous remplissez bien le vôtre et nous essayons ce que nous pouvons. Nous vous remercions également, Madame Elbaz. Merci, Rav Zini. Toda rabba, Madame Elbaz. On va passer, comme promis, à un petit film en musique. Alors, je sais qu'avec les connexions Zoom, ça ne fonctionne pas toujours au top. Mais étant donné que c'était important pour nous de pouvoir faire quelque chose d'interactif où on peut se parler et pas seulement, comment dirais-je, filmer et enregistrer, donc c'est possible que ça bloque un petit peu, mais on s'arme de patience et on essaie de voir au moins les photos. J'imagine que les parents qui sont présents pourront reconnaître certains de leurs enfants. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir réussi à voir tout le monde, mais bon, on fait le maximum en tous les cas. Une seconde, juste, je branche le truc pour être sûr que ça fonctionne. Voilà. Normalement, vous devez voir le.
שבת קודשנו מחמד ליבנו וטהר ליבנו לעבדך באמת. קודשנו מחמד ליבנו וטהר ליבנו לעבדך באמת. שבת קודשנו מחמד ליבנו וטהר ליבנו לעבדך באמת. Voilà, nous sommes revenus, donc la petite vidéo habituelle comme on a l'habitude. Alors, la suite du programme. D'abord, juste, on n'a pas prévu de faire, on va dire, comme peut-être ça se fait, je ne sais même pas comment ça se fait aujourd'hui en tous les cas. Pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos soirées, l'année dernière, on avait fait quelque chose qui, à mes yeux, était très, très agréable. On n'avait pas du tout fait d'appel aux dons. Et on ne compte pas non plus en faire ce soir. Pour ceux qui veulent, je vais mettre sur le chat, on a un lien où il est possible de faire un don par Internet ou de façon différente. Celui qui peut, celui qui veut, on sait que les situations sont très complexes en ce moment. En tout cas, tout celui qui pourra faire quelque chose pour les Shiva, évidemment, ta voix à la bracha, mais je ne veux pas non plus m'éterniser là-dessus. Maintenant, je voudrais demander à Abraham, Roland, on va dire les deux en même temps, comme ça va froisser personne. Donc, Roland, est-ce que tu es avec nous? Vous m'entendez? On t'entend très bien, Roland. Alors, par contre, il y a un écho, donc il y a quelque chose derrière toi qui fonctionne. Il y a toujours un écho? Maintenant, non, ça va. Ok, alors, messieurs, dames, pourquoi on demande On t'entend très bien, Roland. Ok, alors pourquoi on va demander à... On t'entend. Tu m'entends là, c'est bon? Oui, toi, tu m'entends? Ok. Très bien. Alors, je ne m'entends pas. Ouais, c'est bon. C'est bon, je suis connecté. Tu m'entends, Roland? Oui, Shimon. Oui. Ok, très bien. Alors, messieurs, dames, pourquoi j'ai demandé à Roland maintenant de prendre la parole? Pour la raison suivante. Ce que vous voyez derrière, c'est mon petit qui s'appelle Yehuda et il adore faire le clown quand on est sur Zoom. C'est pas grave. Pourquoi j'ai demandé à Roland? Comme vous avez vu dans la petite vidéo qu'on vient de visionner, Mikvé Israël, en fait, n'est qu'une facette. Non, attends, t'es gentil, Toto. Là, s'il te plaît. Mikvé Israël n'est qu'une facette des diverses activités que la Yeshiva a développées, on va dire, depuis déjà plus d'un an. Vous avez vu des photos avec Yemi Nord. C'est aussi un lycée francophone qui se trouve à proximité de Haïfa, dans le kibbutz Nir Etzion. Et en plus de ça, il y a plusieurs activités. Alors, Roland et ceux qui, comment dirais-je, ceux qui organisent, ceux qui ont d'abord pris l'initiative de toutes ces activités-là, de tous ces partenariats-là, ce sont les jeunes. Ce sont eux, ce sont Roland, c'est Michael Waknin, tous ces jeunes-là qui ont étudié les yeshivas et qui ont dit, suivant l'enseignement du Rav, nous, si on reçoit, c'est pour donner aussi. Donc c'est eux qui ont pris l'initiative de faire ça. Et on les félicite pour ça. Et ce que je voudrais, Roland, étant donné qu'on va dépasser probablement un petit peu le temps qu'on s'était accordé, donc si tu peux très brièvement donner ton point de vue, nous expliquer aux gens qui sont là avec nous pourquoi en fait vous avez pris cette initiative, dans quel but, que ce soit toi ou merci, que ce soit toi ou Michael, et comment vous, en tant qu'élève de la Yeshiva, comment vous voyez ça et comment vous vivez ça. D'accord? La parole est à toi, je t'en prie. Bravo. Merci Shimon. Bon, je vais être très court, déjà avec l'autorisation de mon Rav, le Rav Zini, et du Rav Azout qui va parler juste après. Comment moi je vois ça? Écoute, nous on a reçu un enseignement du Rav
qui est que la première chose que j'ai entendue à la yeshiva quand je suis arrivé, c'est sachez que ce que je vous enseigne ici, c'est pas pour vous. Donc je me suis dit, comment ça, c'est pas pour nous? Il dit, c'est pas pour vous, c'est pour que vous ayez le diffuser à tout le peuple d'Israël. Et pour le diffuser, il faut encore un petit peu le recevoir. Donc après quelques années à la yeshiva, on a eu l'idée de commencer dans des écoles, dans des universités, dans des programmes Massa, d'aller justement essayer de descendre au peuple, si on peut descendre et on peut appeler ça monter au peuple, pour diffuser la Torah dans un langage qui est, on va dire, adapté à une jeunesse qui est, comme l'a dit Madame Elbaz, confrontée à énormément de tentations, confrontée à énormément d'autres horizons que de la Torah. Et nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'essayer de créer des petits groupes dans lesquels on essaye d'aborder des sujets essentiels pour un jeune juif qui arrive en Israël. Et on essaie de leur donner justement des bases pour ensuite, lorsqu'ils vont terminer leur passage au lycée, soit intégrer les rangs de la yeshiva, ou soit commencer la vie, que ce soit l'armée, que ce soit le monde académique, que ce soit le monde du travail, avec des bases de Torah très importantes. Et je vais vous raconter, pour terminer, une petite anecdote qui m'a vraiment motivé à continuer ces projets, et j'espère, Bezrat Hashem, les continuer encore. C'est que je parlais avec justement mon frère, qui est aussi dans un de ces lycées francophones en Israël, à Kfar Maimon, qui me disait, tu sais Roland, bah, nous, en fait, les jeunes, moi, en tout cas, je sais que toi, tu es dans la vérité, tu es dans la Torah, et tu feras jamais une chose si ce n'est pas en adéquation avec la Torah. Mais moi, ça me saoule un peu, parce que voilà, je suis jeune, et d'un côté, je sais que si je rentre là-dedans, et ben, je ne pourrais plus me permettre de faire des folies, je ne pourrais plus me permettre de kiffer, je ne pourrais plus me permettre d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir en tant que jeune. Et c'est exactement, en fait, je pense, l'héritage de beaucoup de notre jeunesse. D'un côté, son cœur, il est dans la Torah. D'un autre, elle a un petit peu la peur de faire ce pas vers le monde de la Torah. Et je pense que ce que la yeshiva, elle a su nous donner, à nous, cette jeunesse francophone, parisienne ou marseillaise, ou bien de tout endroit dans la France, c'est de nous montrer que la Torah, en fait, la vraie Torah, ça n'est pas l'héritage seulement d'une élite du peuple, ce n'est pas l'héritage d'une partie, d'une certaine communauté du peuple, mais c'est bien l'héritage du peuple tout entier. Et si c'est l'héritage du peuple tout entier, c'est censé aussi être attractif pour le peuple tout entier. Et quand on découvre la Torah de la yeshiva du Rav Zini, on se rend compte que la Torah n'est pas une contrainte, n'est pas une limite, mais c'est juste une manière d'aborder la vie et de la vivre avec beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de sens. On peut vivre sa vie comme une personne normale, à faire ses études, à gagner sa vie, à avoir de l'argent et finalement fonder sa famille et gagner sa vie, partir en vacances. Et on peut commencer à voir sa vie d'une autre manière, de savoir non pas ce que je vais consommer de cette vie, mais de qu'est-ce que je vais apporter dans ce monde, qu'est-ce que je vais apporter à mon peuple, qu'est-ce que je vais apporter à mon pays. Et quand on aborde ça avec ces yeux-là, et ben, toute la vie, elle prend une autre intensité. Et on ne vit plus seulement pour arriver au mois d'août aux vacances, mais on vit chaque jour dans un idéal de faire du bien autour de nous, d'apporter autour de nous, d'enseigner, de transmettre et d'aider justement tous ceux qui sont plus jeunes que nous à aborder cette vie avec un regard beaucoup plus vrai et beaucoup plus mature, plutôt que de celui qui peut recevoir dans le monde, dans la société très occidentalisée dans laquelle on évolue aujourd'hui, où la jeunesse évolue aujourd'hui, si c'est par l'influence des smartphones, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la jeunesse, elle a soif de Torah, elle a soif de connaissances, elle a soif de sens, et elle en a marre de se lever le matin, de ne pas savoir pourquoi elle doit se lever, et elle en a marre d'être entièrement abreuvée par des séries sur Netflix et par des réseaux et par des choses qui ne servent finalement, qui ne mènent à rien, et elle demande à ce qu'on lui mette à disposition une spiritualité qui va la remplir et qui va lui donner des forces pour mettre de la lumière dans cette vie. Donc, aider Orvishua, aider notre yeshiva, ce n'est pas seulement aider une institution qui enseigne à 80, 100 élèves tous les jours qui ont décidé de faire le pas vers la yeshiva, mais c'est aider cette jeunesse, que ce soit en Israël ou en France, parce que comme vous l'avez vu dans le clip, on part aussi en France, on va dans les maisons, on va dans les écoles, on va donner des cours, on va enseigner, et même aujourd'hui avec le corona, on enseigne aussi dans les écoles, comme on l'a fait avec Maïmonide Rambam par vidéoconférence, et aider et soutenir notre yeshiva, c'est encourager cette alia qui va aller, j'espère, avec
avec notre peuple qui commence à comprendre qu'il faut rentrer à la maison, qu'il faut rentrer en Israël, c'est aider à accueillir toute cette jeunesse qui va arriver en Israël et qui n'a pas forcément les instruments pour affronter cette réalité qui est nouvelle, parce qu'il ne suffit pas d'étudier la Gemara pour affronter cette réalité. Et à la Yeshiva, on nous donne tout ce qu'il faut pour aborder tous les mondes, que ce soit le monde du travail, le monde des études, le monde de l'armée, ou le monde du mariage, non pas en y arrivant et en baissant au niveau spirituel, mais en ne faisant qu'augmenter et que faire fleurir cette émouna et faire fleurir ce lien avec Hachem à travers tous les domaines de la vie. Et ça, c'est l'enseignement qu'on essaye de diffuser au plus de jeunes possible, afin de leur permettre de réussir leur intégration ici et d'être de bons juifs, pour ceux qui le veulent, de bons talmidei chachamim, pour ceux qui le veulent, de bons juifs. En tout cas, on essaye de diffuser ça au maximum et au mieux. Et c'est ça nos intentions, c'est ça qu'on veut. Et je pense que quelqu'un qui cherche aujourd'hui à soutenir quelque chose, il ne suffit plus aujourd'hui de chercher la bracha de tel ou tel rabbin. Il faut chercher aujourd'hui, à mon humble avis, à soutenir ce qui est important pour notre peuple, ce qui est important pour notre jeunesse et ce qui va construire le peuple d'Israël de demain. Et ça, on peut aujourd'hui se permettre de dire que notre yeshiva fait partie de celles qui le font. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Une petite précision qu'on m'a demandé de faire. Et donc, je précise, Madame Elbaz n'est pas directrice de l'école Mikvé Israël. Mikvé Israël, en fait, est une grande école, mais qui n'est pas religieuse. Et en fait, elle est directrice de Maïmonide, de Maïmonide, ce qui est un lycée qui est complètement religieux, qui fait partie là-bas de tout le complexe. Ok. Donc ça, c'était juste pour… Mais je vous en prie, c'est normal. Donc voilà, une petite précision. Maintenant, on est censé avoir Rav Avner avec les élèves donc en direct. Est-ce que Rav Avner nous entend? Rav Avner, vous êtes avec nous? Normalement, oui. Bon, alors le temps que Rav Avner se branche à nous, je vais, comment dirais-je, faillir au programme qui est imprimé à côté de moi. Et je vois en fait une personne que je ne connaissais pas et en fait qu'on vient de m'expliquer qui c'est. Et j'ai compris de ce qu'a dit Madame Elbaz. Donc, Rav Twitou, si vous me voyez, Nahon, Rav Twitou, si vous pouvez ouvrir votre micro, le temps que Rav Avner se branche. Donc, si j'ai compris, vous êtes le Rav de l'école oui, dans laquelle nos élèves enseignent. Donc, si vous avez un petit mot, d'abord un petit mot de bracha à nous dire. Rav Avner, dans un instant, on est avec vous, avec votre permission, une seconde. Ça, c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à prendre la parole, mais c'est gentil de me la donner. Je suis très heureux, moi aussi, de retrouver autant de visages connus. Je vois Rabbi Shlomo sur le côté. Et j'étais très heureux de revoir le Rav Zini, que je n'avais pas vu depuis quelque temps. On a fait un mariage ensemble il n'y a pas si longtemps. On a discuté longuement à l'endroit où on avait posé nos voitures. On avait longuement marché tous les deux. On avait beaucoup échangé. Et sur ce partenariat, je dirais qu'il est mévorach. C'est évident que c'est souhaitable, c'est évident que ça ne peut amener qu'à la réussite. Un enseignant à l'école, quand les élèves le voient toute la journée, il a un travail, il a un tafkid. On ne peut pas remplacer les personnes qui sont sur place par les personnes qui viennent de Haïfa ou d'ailleurs. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire chacun a un tafkid. Et c'est vrai que nous, on est très heureux de savoir que c'est comme si on disait, il y a un sang nouveau qui arrive chaque semaine pour donner aux enfants quelque chose d'important avec des jeunes qui savent d'où ils viennent. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas qu'ils étaient tous de Maïmo. Je savais juste que le Rav Chazout était un de mes élèves à Maïmonide. Mais pour les autres, je ne savais pas. Donc, c'est pour dire, vous, quand vous venez les voir, vous savez d'où ils viennent. Et vous savez d'où ils sortent, ces jeunes-là. Et c'est très, très important de pouvoir leur parler leur langage. Et on voit très bien qu'ils se sont attachés à vous. David et moi avons bien constaté que les élèves se sont vraiment attachés à leurs enseignants. Ils sont en petits groupes, ils peuvent discuter plus librement. C'est très sympathique. Et ma foi, qu'Akadosh Baruch Hu vous accompagne et fasse en sorte que ces jeunes-là trouvent exactement où est leur chemin, c'est-à-dire le chemin de la Torah et des mitzvot.
Toda Rabba Rav Twitou, Bezrat Hashem, qui est que des Besorot Tovot et beaucoup de Hatzlacha pour ce programme. Oui. Donc on revient en live avec Rav Avner. Rav Avner, vous nous entendez? Il est trop loin là. Ah, on va voir une seconde. Rav Avner, vous nous entendez? Voilà, c'est peut-être mieux comme ça de près, au moins on vous entend. Allez-y, commencez à parler. Voilà, là c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. D'accord. D'abord, chers participants, Erev Tov, et Chanukah Sameach à tous les participants, à tous les fidèles. Et avec la permission du Rosh Yeshiva, du Rav Zini, je voudrais saluer mes parents, ma famille, qui nous suivent aussi par Zoom. Et bien entendu, les Rabbanim, le Rav Shlomo Zini, le Rav Eliyahu Twitou, le Rav Moshe Sebag, aussi, j'ai vu qu'il faisait aussi, il a rejoint aussi le Zoom. Donc, je vais mettre Toda Rabba à tous les Rabbanim et à tous les participants. Il y a eu Baruch Hashem beaucoup de Divrei Torah et de Talmidei Chachamim et de grands Chachamim qu'on parlait. Ce que je voudrais dire, c'est vraiment être d'abord très court, mais surtout, je suis avec moi, il y a ici avec moi les élèves, la nouvelle promotion. Ce que je voudrais, c'est tout simplement d'abord les présenter et aussi surtout vous remercier. On parle beaucoup de soutenir la yeshiva, mais je pense que bien au-delà de soutenir la yeshiva et de toutes les activités, et ce que la yeshiva essaye de faire avec la vrechim, les rabbanim, les élèves et tout le monde pour aller amener cette lumière dans la mesure du possible et dans les milieux francophones et même non francophones en Israël, c'est d'abord dire merci. Parce qu'aujourd'hui, un des miracles de Hanouka, c'est qu'avec avec le Covid et avec cette période qui est très difficile, Baruch Hashem, il y a de plus en plus d'élèves qui viennent à la yeshiva. En principe, ça devrait être l'inverse. D'accord, avec tous les problèmes et avec les avions qui sont, avec toutes les compagnies et tout ce qui se passe, d'accord, avec les airs, avec l'air qui est bloqué, là, il faudrait tout simplement, d'accord, on aurait dû avoir très peu d'élèves. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, fait que c'est exactement ce qui se passe. Plus, d'accord, les problèmes existent et plus, Baruch Hashem, on ne sait pas comment ça marche, mais c'est comme ça que ça marche, en tout cas en Israël. Un tout petit mot avant quand même de donner la parole aux élèves. La première phrase qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, on l'a étudié avec les élèves cette année, bien entendu dans la paracha de Lech Lecha, mais ce que les Chachamim dans la Torah et chez Be'al Peh, dans le Midrash, nous dit que la première phrase qu'Akadosh Baruch Hu et la première injonction qu'Akadosh Baruch Hu donne à Avraham Avinu est la suivante. Au lieu de m'éclairer en Mésopotamie, viens m'éclairer devant moi en Eretz Israël. Les Chachamim posent la question, comment on peut éclairer Akadosh Baruch Hu? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu. Viens m'éclairer, mais ici en Eretz Israël. Lech Lecha, sors de la Mésopotamie et viens m'éclairer. Le but d'un juif, disent les Chachamim, est de prendre cette lumière qui a été donnée depuis la création du monde. La première chose qui a été créée, la première des créations dans le monde, c'était la lumière. Vayomer Elohim yehi or vayi or. Pas une lumière qui vient du soleil, pas une lumière qui vient de la lune, mais comme dit le prophète Yeshaya, Ve'aya lach Hashem leor olam. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous éclaire et c'est une lumière qui est, bien entendu, rouchanit, une lumière qui est justement, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, une lumière qui est spirituelle et que lorsque Akadosh Baruch Hu a vu qu'il va avoir dans le futur des générations problématiques comme Dor HaMabul et Dor HaPalaga, alors Akadosh Baruch Hu dit non. Je vais prendre cette lumière, dit la Gemara dans Masechet Hagiga, et je vais la cacher, je vais la garder pour les tzadikim, les atid lavo. Baruch Hashem, en passant par Hanouka, et nous arrivons aujourd'hui à cette période qui a déjà commencé depuis quelques générations, le début de ce les atid lavo, le début de cette Géoula, où aujourd'hui, Baruch Hashem, les jeunes dans le monde entier ont une adresse, peuvent venir en Eretz Israël, ils peuvent venir éclairer, à leur tour devenir des lumières, et à leur tour justement se remplir de Torah, se remplir de Gdusha d'Eretz Israël, et quand il y a cette symbiose entre ces deux Gdushot, alors le lien avec Akadosh Baruch Hu jaillit. Je vais laisser la parole aux élèves. Chaque élève qui vient, chaque personne qui fréquente la yeshiva, qui fréquente le monde de la Torah d'une manière générale, et plus particulièrement en Eretz Israël, se rajoute à cette lumière. Si la seule mitzvah dans la Torah qui va d'une manière graduelle,
on allume le premier jour une lumière, 2 lumières, etc., jusqu'à 8 lumières de Hanouka le dernier jour, comme vous le savez. C'est la seule mitzvah. On ne trouve pas une autre mitzvah dans la Torah où le premier jour, le deuxième jour ou le troisième jour d'une fête, d'accord, quand par exemple à Sukkot, on prend les Arba'a Minim, alors on prend les mêmes Arba'a Minim pendant les 7 jours. Quand on sonne du chauffard de la même manière le premier jour que le deuxième jour. Il n'y a pas de différence entre les tkirot du premier et du deuxième. La seule mitzvah que l'on fait d'une manière distincte et qui est différente, c'est la mitzvah justement de l'allumage de la Hanoukia. Pour justement, et le message, on a étudié hier avec les élèves, Baruch Hashem, un enseignement du Bnei Issachar. Rabbi Issachar Medinov, un des très grands maîtres de la Chassidoute. Et ce matin, on a complété avec un enseignement du Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook, le fils du fameux Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, le premier grand rabbin d'Israël, Zecher Tzadikim Livracha. Et le message est le suivant. Hanouka, c'est la fête du Chinour, c'est la fête de l'éducation. Mais le mot en hébreu Chinour, c'est Hanor la Na'ar al pi darko. Mazé Hanor, Hanor, c'est les itragel, s'habituer. On ne peut pas prendre un enfant, on lui donne des livres, on lui donne des enseignements et on lui dit voilà maintenant, d'un jour à l'autre, tu vas devenir un adulte. Non, c'est tous les jours et c'est un petit peu et c'est encore et on rajoute. C'est un nerf, 2 nerfs, 3 nerfs, jusqu'à ce qu'on arrive justement à ce 8e nerf. Ce 8e nerf qui représente justement les lumières de Tzion, comme dit le Midrash, les lumières de la Géoula, ou Baruch Hashem aujourd'hui. Un des plus grands miracles. Un de mes maîtres disait que le plus grand miracle, même le plus grand miracle, encore plus grand que Kriyat Yam Souf, que l'ouverture de la mer Rouge, c'est qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, les jeunes du monde entier, les jeunes juifs ont une soif de la Torah, et Baruch Hashem aujourd'hui, le monde de la Torah en Israël, des gens qui étudient toute la journée, compte plus de 120 000 étudiants, rien qu'en Eretz Israël, des gens qui étudient la Torah, qui ne font qu'étudier la Torah, qui ont plus de 18 ans. C'est le plus grand miracle, d'accord, depuis la création du peuple juif, il n'y a pas eu un si grand miracle. Cet amour de la Torah, cet engouement pour Eretz Israël, cet engouement justement, comme on l'a dit auparavant, comme M. Abitbol l'a dit, et comme les différents interlocuteurs l'ont dit, comment aujourd'hui on veut se rattacher à la tradition, on veut se rattacher aux véritables valeurs dans un monde où on est là complètement, a priori, complètement dépassé par l'Internet et par les réseaux sociaux et par toutes ces ch'touillottes. Mais en fait, les jeunes, ils se rendent compte. Ils se rendent compte que même avec tout ça, ils se rendent compte où est la vraie lumière, ils se rendent compte où sont les vraies valeurs et quelle est la véritable encre qui va permettre justement non seulement de les pousser, mais de leur permettre constamment d'évoluer dans tous les milieux, mais toujours, bien entendu, avec la Torah. Si les Yevanim, ils ont voulu mettre toutes les sciences et toute la philosophie au-dessus de la Torah, alors aujourd'hui, justement, à la Yeshiva, on essaye, avec de la modestie, mais de faire un petit peu ce tikkun, d'allumer la lumière et de savoir qu'on peut aller à l'université, on peut aller à l'armée, on peut aller partout, mais toujours avec la lumière de la Torah qui nous éclaire au-dessus de la pyramide. Je voudrais encore remercier, bien entendu, un des collaborateurs du programme, M. Hervé Haddad, bien entendu, Roland Journeau et toute l'équipe qui fait beaucoup pour les élèves. Bien entendu, Shimon Fitoussi qui est là pour nous aider aussi dans tout, d'accord, dans tous les domaines. Et bien entendu, merci encore. Et bien sûr aussi à notre madrich, Arié, qui fait beaucoup pour les élèves. Bien entendu, merci au Rav avec ses enseignements, le Rosh Yeshiva qui fait énormément. Et merci à tous les participants. On va, d'accord, un dernier mot avant de donner la parole aux élèves. On a commencé, Baruch Hashem, à étudier cette année Masechet Betsa. Les élèves ont une étude de Gemara intensive tous les matins. On commence après la Tfila, un cours de Midrash, un cours de Halacha. Ensuite, on a un seder de Gemara tous les matins. On m'a demandé un tout petit peu de présenter le programme pour les participants qui éventuellement ne connaissent pas le programme de la Yeshiva, le programme Massa de la Yeshiva. Les élèves étudient la Gemara jusqu'à 1h de l'après-midi. À partir de 2h, ils apprennent l'hébreu d'une manière intensive, avec une professeure d'Ulpan qui vient leur apprendre l'hébreu, mais toujours avec des textes qui sont liés à la Torah, liés à l'histoire juive. Une préparation psychométrique qui, Be'ezrat Hashem, je l'espère, va leur permettre d'intégrer les universités en Israël. L'après-midi, avec le Rav Yirmia Sherov, Rabbi David Benitar, les cours de Gemara, des cours de pensée juive, des cours de Moussar. Le Moussar est prépondérant à la Yeshiva. Ils ont plusieurs cours de Moussar, d'éthique, de morale. Ici, à la Yeshiva, on a un cours tous les mercredis soirs de Messilat et Sharim du Ramchal, des cours de la pensée du Rav Kook, bien entendu des cours avec le Rosh Yeshiva. Le programme est vaste. Je suis content quand les élèves me disent « Nous sommes fatigués, jamais on a étudié autant ». Je dis « Mais c'est ça justement, la vraie vie, c'est d'être fatigué
de l'étude Amal Torah. Quand quelqu'un il est fatigué parce qu'il n'a pas les yeux qui se ferment, parce qu'il a les yeux avec 6 et 7 heures de temps d'écran, mais quand ils ont des yeux qui se ferment sur un Tosfot ou sur une Gemara, alors Baruch Hashem, je dis c'est bon. Quand tu es fatigué de cette manière, c'est notre plus grande satisfaction et surtout la plus grande satisfaction des parents. On sait que ce n'est pas facile. À cette période de Hanouka, en général, les élèves sont en vacances. On leur a demandé, et vu la situation et la difficulté de revenir, on leur a dit qu'il fallait quand même mieux rester. Ils nous ont écoutés, Baruch Hashem. Et on sait que ce n'est pas évident. La séparation avec les parents ne peuvent pas venir. Et les élèves non plus. On espère, Bezat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que cette période va vite passer, mais d'accord, en tout cas, Baruch Hashem, et c'est ça le plus grand des miracles, c'est qu'avec toutes les problématiques qu'il y a pu avoir depuis le début du Covid, les élèves l'année dernière ont dû rester à Pessah. Il fallait voir comment la communauté s'est mobilisée, comment vraiment il fallait voir ça, comment avec tous les problèmes, Baruch Hashem, et c'est ça la force de la Torah elle continue. On continue à étudier la Torah, les élèves continuent à venir, et au fait, le Ham Israël n'a peur de rien, ni de Yavan, ni des problèmes, ni des virus, parce que le Ham Israël est le peuple d'Akadosh Baruch Hu, qui Helek Hashem Amo Yaakov Chevel Nachalato. Nous sommes, comme dit David Amelech, cette partie, nous sommes, d'accord, tellement reliés à Akadosh Baruch Hu, qu'au final, d'accord, avec tous les problèmes qui peuvent être sur notre chemin, alors Akadosh Baruch Hu nous donne toujours cette force pour les surmonter. Merci encore. On va passer la parole aux élèves. On va commencer par Reuven. Bevakasha Reuven, Baruch Haba. Alors bonjour, je m'appelle Ruben Cohen, je viens de Lucien de Hirsch et franchement la yeshiva est super sympa. Dès qu'on est arrivé, on nous a mis à l'aise, les élèves qui sont des jours plus grands, ils sont à notre écoute. Dès qu'on a une question, on peut aller les voir, on peut faire des sujets qui nous tiennent à cœur avec eux. Les rabbanim, ils sont super. Pareil, dès qu'on a une question et tout, même en cours, c'est top. C'est magnifique. Voilà. Et vraiment, il y a une ambiance de hardout à la yeshiva. C'est vraiment incroyable. Et surtout, on donne l'amour de la Torah, d'Israël et vraiment du Ham Israël. Et voilà, vraiment, c'est top. Comme il a dit le Rav Avner, on est crevé, mais on est crevé pour des bonnes choses. Alors, bonjour, je m'appelle Nathan Dahan. Je viens de l'école Lucien de Hirsch. Voilà, moi, dans la lignée de ce qu'il a dit Ruben, je voudrais dire que c'est vrai qu'on a été accueillis à la yeshiva. On a senti qu'on a été accueillis comme dans une grande famille, Baruch Hashem. Voilà, on voit c'est vraiment, Baruch Hashem, grâce au Rav Zini, il y a ce cadre, il y a les élèves, il y a les plus grands, il y a des familles, il y a les rabbanim, mais tout le monde est lié. C'est une grande communauté, c'est une grande famille, Baruch Hashem. Il y a une grande hardout, comme il l'a dit Ruben. Les cours de Torah sont magnifiques grâce au rabbanim. Et Baruch Hashem, voilà, on se sent vraiment bien accueillis depuis qu'on est arrivé à la yeshiva. On se sent à notre place, Baruch Hashem. Et voilà, je passe la parole à Gabriel et je remercie les rabbanim pour tout ce qu'ils font pour nous. Je m'appelle Gabriel, je viens aussi de l'école Lucien de Hirsch. Et pour reprendre ce qu'ils ont dit juste avant moi, encore une fois, on a été accueillis dans une grande famille. C'est vraiment super. Tout le monde nous écoute. C'est un endroit de réponse. On a beaucoup de réponses. Et la vérité, les shiurim, ils sont super. Les rabbanim, ils sont super. Et c'est super. Et je voulais remercier du coup tous les rabbanim et aussi mes parents de m'avoir envoyé. Et je vous passe la parole à Julien. Chère communauté, chers amis, chères familles, j'aimerais vous remercier. J'aimerais d'abord remercier mes parents qui m'ont permis d'être là parce que c'est vraiment, on ne se rend pas compte, mais c'est une opportunité unique d'être ici, particulièrement dans cette yeshiva où on apprend vraiment qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons dans la vie, on apprend à se construire, on apprend à savoir vers où on veut aller. Et je pense que c'est vraiment une année qui n'est pas perdue. Certains ils peuvent penser qu'on perd un petit peu son temps, c'est extrascolaire, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour apprendre à se connaître soi-même et pour ensuite savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc j'aimerais remercier tous ceux qui permettent, qui font ce cadre, les rabbanim, Rav Avner évidemment, toute l'ambiance, tous ceux qui permettent qu'il y ait cette ambiance, tous ceux qui nous donnent des cours et tout ce qu'on apprend ici, c'est vraiment formidable. Merci à tous de pouvoir contribuer à ça et je passe la parole à mon ami Jonas. Bonjour à tous. Voilà, déjà, merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Tous les parents, mes parents, Madame Elbaz, Ender, j'étais ami d'Israël.
Rav Tuto, j'ai entendu qu'il était là, David Louis. Et aussi, avant d'être à Mivi Israël, j'étais en France, j'étais à Paris. J'étais à Lucien de Hirsch. Bonjour Madame Gida, d'ailleurs, je crois que Madame Gida, elle est ici. Et voilà, donc maintenant on est arrivé à la Yeshiva. Depuis qu'on est arrivé à la Yeshiva, c'est une construction. On se construit autour de la vérité, on dit souvent ça ici. Et voilà, tous les jours on apprend un peu plus, on apprend à se construire pour la vie. Et voilà, je trouve ça exceptionnel. Et merci beaucoup à tous. Je vais laisser la parole à Igal qui est à côté de moi. Bonjour, je m'appelle Igal Sportif. Donc pareil, je suis arrivé en octobre à la Yeshiva. Ça va faire un peu plus de 3 mois déjà que j'y suis. Je voudrais remercier mes parents de m'avoir emmené, de m'avoir laissé faire ce choix de vie que je regrette absolument pas comparé à certains qui sont restés en France. Ensuite, je voudrais aussi remercier Madame Vida qui a organisé plusieurs fois des shows avec le Rav Avner qui est venu à Lucien de Hirsch. Et aussi, voilà, je voudrais remercier le Rav Zini d'avoir créé cette yeshiva qui est vraiment magnifique et qui nous permet d'évoluer, que ce soit en Torah ou même dans la vie. Et voilà, c'est pour vous dire que je ressens aussi plusieurs changements depuis que je suis arrivé à la yeshiva. En seulement 3 mois, plusieurs de mes amis m'ont dit oh, je sens que tu as mûri et que tu n'es pas le même depuis que tu es arrivé. Et donc, voilà, je suis très content d'être ici. Et merci à vous d'être aussi sur ce Zoom et pour les dons. Bonsoir à tous. Alors, les Rodon Rabbanim, j'aimerais tout d'abord remercier mes parents de nous avoir. Je m'appelle Sacha Mouli, excusez-moi. J'aimerais tout d'abord remercier mes parents parce que sans eux, je ne serais pas ici. Je viens de l'école Lucien de Hirsch, où je passe le bonjour à Madame Vida, qui, grâce à elle, on a eu beaucoup de bases en Torah et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une facilité dans la langue de l'ivrit et pour apprendre les cours. Et si je pourrais dire 2 choses qu'on a retenues de ces 2 mois, c'est que j'ai appris une grande chose, c'est la Karat Tov, d'avoir toujours de la reconnaissance envers ceux qui nous ont appris des grandes choses. Donc, toujours remercier tous ceux qui nous ont enseignés. Et également la hardout qu'on peut voir entre nous, entre le groupe qu'il y a aujourd'hui avec tous les élèves. Alors au début, on ne se connaissait pas forcément et pourtant aujourd'hui, on forme une famille. Et on est tous solidaires et on sent ça ici en Israël grâce au Rav. Et je passe la parole à Yoni. Merci beaucoup. Alors, bonjour, moi je m'appelle Yoni Benabou, j'étais à l'école d'Avney, donc je démarrais un programme cette année. Au début, je ne savais pas trop où j'allais aller, etc. Et au fur et à mesure que les jours ils avançaient, je me suis rendu compte de la grandeur de ce que je faisais. Et maintenant, je suis sûr d'avoir fait le bon choix, d'avoir fait le bon programme pour cette année. Je remercie mes parents pour ça. On a la chance d'étudier la Torah d'Eretz Israël, en Eretz Israël, dans un cadre qui prend soin de nous, dans les meilleures conditions pour s'intégrer, avec une équipe de Rabbanim qui est incroyable. Ouais, je donne la parole à Yehuda. Alors, bonsoir. Moi, je viens de l'école Calissé à Marseille. Bon, du coup, ils ont à peu près tout résumé ce qu'on ressent à la yeshiva, l'ambiance qu'il y a, la hardout, etc. Et j'aimerais appuyer sur le point aussi que la yeshiva, ils ont réussi à nous donner l'envie d'étudier, parce qu'auparavant, peut-être qu'on n'en avait pas. Et le travail que les rabbanim ils ont fait, les élèves, les bogrim, ceux qui sont plus élevés que nous, ils ont réussi à nous donner les conseils, la motivation pour pouvoir continuer et donner toujours plus d'efforts et s'améliorer. Et voilà quoi. Après, il y a une super bonne ambiance avec tout le monde. Il y a une vraie hardout, la Kila, elle est super. Les rabbanim, ils nous aident grave bien et tout. Et voilà quoi. Super bien, merci beaucoup. Et bonne soirée. Shimon, toda rabba. Zéo. C'est bon. Tu veux pas dire un petit mot pour la fin? Tov. Ok. Alors, écoutez, voilà, on tend à la fin. Je vois aussi que la participation va en s'amenuisant. Bon, il est déjà presque 11 h en Israël, presque 10 h à Paris. En tout cas, donc, je voulais dire merci encore une fois à tout le monde, à tous les intervenants. Je vois aussi dans l'Assemblée le Rav Shlomo Zini qui s'est joint à nous, le Rav Moshe Sebag aussi qui a pu se joindre à nous. Je vous en remercie. Je voudrais tellement vous donner la parole à tous deux, mais j'ai peur que les gens voient l'heure et se disent qu'il est tard. En tout cas, vous savez à quel point je suis, à chaque fois, je suis d'abord gêné de ne pas pouvoir donner du kavod à chacun, hein, et d'un autre côté, tellement heureux de vous voir et tellement heureux. Enfin, bien entendu, on aurait été beaucoup plus heureux de pouvoir se voir et de s'embrasser comme on a l'habitude. Mais bon, les choses sont telles qu'elles, malheureusement, on ne peut pas.
En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé ce soir avec nous. Encore une fois, on aurait voulu aussi faire participer d'autres personnes qui racontent aussi soit ce que eux ont pu profiter de l'enseignement des élèves de la yeshiva, pas seulement des élèves eux-mêmes, comme vous venez de les voir, ceux qui viennent d'arriver, mais ceux aussi qui font partie des programmes, que ce soit Massa Prépa Technion ici à Haïfa, que ce soit les élèves du Technion dans le cadre du programme Chavruta, dans lequel les élèves également de la yeshiva enseignent, que ce soit l'école Yeminord, comme on a parlé. Peut-être que pour une prochaine fois, on pourra inviter le directeur de l'école Yeminord pour passer de l'un à l'autre. En tous les cas, Baruch Hashem, il y a énormément d'activités. Et comme a dit le petit jeune, merci pour les dons, j'ai beaucoup aimé la spontanéité dont il a fait preuve. En tous les cas, tout ce qui sera fait pour les yeshiva, évidemment, va directement, que vous le sachiez, va directement au profit des élèves de la yeshiva. Il n'y a rien qui va ailleurs. D'accord, c'est une des grandes fiertés qu'on a, nous, en tous les cas, en tant que, on va dire, organisateurs ou gens qui essayons d'aider au maximum tous ces jeunes-là à pouvoir fleurir et aider les autres à le faire. En tous les cas, merci à tous d'avoir participé ce soir, d'avoir pris de votre temps. Ça a été un réel plaisir, pas du tout trivial, en tous les cas en Zoom, je dois l'avouer. C'est beaucoup plus sympa en 3D. Mais bon, c'est pour l'instant ce qu'on a. Et Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu fasse que pour la prochaine fois, eh ben, on puisse faire ça, on va dire, de façon plus vraie et beaucoup plus chaleureuse. Donc voilà, merci à tous. Chez Hanouka Sameach pour tout le monde. Une bonne semaine. Et Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Amen. Toda Rabba. Toda Rabba. À très bientôt si Dieu veut. Bye. Chazak Baruch. Bye bye. Toda Rabba. Toda Rabba. Rabbi Moshe. Merci beaucoup. Rabbi Shlomo. Merci à vous. Ils sont déjà partis. Ben. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem לכולם, חזק וברוך שמעון. תודה רבה רבי שלמה, תודה רבה לכם. ביי. pour les organiser. Je te rappelle dans 2 minutes. Shalom Monsieur Guez. Shalom Monsieur Guez. Comment ça va bien? Ça va bien. Bah. Ah Michel, salut Michel. Fred Seban. Voilà, je vois un petit peu les photos là. Michel Seban. Quelqu'un, il était là, mais il était sous un faux nom. Ah, vous avez vu ce qu'ils nous font? Un pseudonyme. Un pseudonyme. Un pseudonyme. Ah, dommage, je voulais le voir. Ouais. Mais ils n'ouvrent pas en plus les vidéos, on a dit ouvrir les caméras. Vraiment, hein, ils n'ont pas le... En tout cas, Baruch Hashem, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Be'atzlacha. Salut Fred, merci beaucoup Fred d'être venu. Salut Shimon. Des bonnes nouvelles si Dieu veut, tu passes le bonjour à toute la famille. Baruch Hashem. Ciao. Yofi, bye, bonne soirée, Hanouka Sameach.